Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce programme Excellence Sécurité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Sylvain Fontaine, spécialiste technique au niveau de l'équipe des spécialistes chez IT Cloud, plus précisément au niveau de Modern Work et sécurité. Alors, comme je disais tout à l'heure, merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour la session 1 de ce programme de 2 sessions. Et alors, on va traiter de sécurité et des solutions de Microsoft, solutions de sécurité qui sont là justement pour nous venir en aide à combattre nos fameuses menaces et les mauvais acteurs au niveau de la cybersécurité. Alors, regardons un petit peu le topo de quelle façon va se dérouler la session 1 d'aujourd'hui. On va regarder au début de quelle façon se peint le portrait de la cybersécurité en ce moment, de quelle façon aussi les équipes de cybersécurité sont en mesure de venir pallier aux menaces de sécurité. Et par la suite, on va regarder de quelle façon on est en mesure de venir adresser justement ces difficultés-là reliées à la gestion des événements de sécurité dont on est tous victimes, on ne se le cachera pas. Dans cette première partie aujourd'hui de notre session, on va surtout se concentrer sur l'identité et l'accès et on va regarder aussi la gestion des appareils. Par la suite, on va discuter aussi à la fin de quelle façon on va poursuivre dans notre deuxième session. Alors, Microsoft nous dit qu'à chaque jour, il traite 78 trillions de signaux par jour au niveau de la sécurité reliés aux identités, aux accès des ressources. Et ça vient au-delà de 300 nations et de 300 acteurs ou des groupes d'acteurs répartis à travers le monde. Alors, on ne se le cachera pas. Oui, c'est vrai avec l'Internet. Il y en a certains qui sont en mesure de rester anonymes, mais on réussit toujours jusqu'à un certain point à savoir qui sont les mauvais acteurs et à partir de quel pays ou de quel endroit ils agissent. Alors, ce sont quoi les top 3, les 3 crimes ou les 3 cybercrimes présentement auxquels on fait face au niveau de l'Internet? Alors, c'est sûr que ceux, justement, nation state, les nations ou les groupes qui ont établi des procédures ou des mécanismes qui ont peaufiné, si on veut, lors de la criminalité, ben eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent leurs services à d'autres à profit, justement pour que cette criminalité-là continue. Et aussi, on parle de nos rançongiciels, nos ransomware, qui continuent d'être présents et je ne crois pas que ça va disparaître d'ici peu. Et aussi, on ne se le cachera pas, la vitesse et à l'échelle aussi, la sophistication, de quelle façon les mauvais acteurs s'y prennent maintenant pour effectuer ces crimes-là au niveau de l'Internet. Alors, Microsoft, dans leur dernier rapport, nous montre que les ransomware sont encore présents, mais par contre, il y a de moins en moins de gens qui payent les rançons. Alors, je vous dirais, jusqu'à une certaine limite, c'est une bonne chose. On n'encourage pas la criminalité ou on ne continue pas à financer la criminalité. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que la rançon est la conséquence. Ce n'est pas la cause. La cause, souvent, c'est que justement, quelqu'un a cliqué sur un lien URL ou a accepté une pièce jointe ou a exécuté du code qui n'aurait pas dû. Alors, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va plutôt regarder comment prévenir. Oui, c'est bien, comme je disais, de ne pas payer la rançon, mais comment prévenir l'infection ou comment prévenir le fait que nos données deviennent cryptées, deviennent barrées, ne sont plus accessibles par nous. Alors, on ne se cachera pas justement avec l'intelligence artificielle générative. Nos cyberacteurs, nos cybercriminels, justement, sont en mesure de venir créer des nouveaux logiciels avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mais aussi,
sont en mesure aussi que lorsqu'ils accèdent justement à la plateforme, aux ressources, ils commencent à regarder où sont les vulnérabilités et justement créer des séquences ou des chaînes d'action justement pour venir exploiter ça. Le password cracking, on va voir tout à l'heure avec un mécanisme de quelle façon on est capable de venir éliminer les mots de passe trop simples dans l'environnement 365. Notre fameux phishing ou le social engineering, on reçoit des messages qui sembleraient venir de quelqu'un sur un des réseaux sociaux ou un phishing qui semble venir d'une personne qu'on connaît, mais dans les faits, ce n'est pas ça du tout. Un courriel qui nous encourage à effectuer un transfert bancaire, une demande qui, dans les faits, est non légitime, ben, on va voir là, de quelle façon à travers nos deux sessions, on est capable de venir pallier à ces tactiques-là, si on veut, des mauvais acteurs. Et aussi, ils réussissent parfois à déguiser du code malfaisant à l'intérieur d'applications, à l'intérieur de pièces jointes, ou nous faire cliquer sur un site web où ils nous font cliquer à différents endroits et on ne les réalise pas, mais notre poste devient infecté à ce moment-là. Et j'en passe d'autres. Alors, on ne se le cachera pas, les identités sont la cible clé pour les mauvais acteurs et on le sait tous que maintenant, notre identité est une chose très précieuse parce que il est pratiquement impossible à la base d'accéder à aucune plateforme cloud sur le web ou accéder à aucune ressource par l'entremise de l'Internet sans avoir un identifiant. Et c'est quoi l'identifiant? Ben, c'est notre nom d'utilisateur et un mot de passe, ou plutôt je devrais dire, pas notre nom d'utilisateur, mais un nom d'utilisateur et un mot de passe, entre autres. Alors, de quelle façon on est en mesure justement de venir pallier à ça? Parce qu'on le sait que les attaques sont de plus en plus nombreuses, mais par contre, on a des mécanismes qui sont en mesure de venir nous aider. Par contre, à notre nouvelle réalité, hein, on ne se le cachera pas, le nouveau travail en hybride ou que vous soyez en télétravail à 100%. On va parler aussi des trous de sécurité, justement. On appelle ça les solutions en silo, là, les solutions séparées ou disparates dans un sens qui fonctionnent tous de façon indépendante, mais ne se parlent pas une entre l'autre. Et aussi souvent nos contrôles de sécurité qui ne sont tout simplement pas suffisants. Et à ça, ben justement, on vient associer des coûts d'opération élevés et une complexité élevée. Parce que justement, on a tellement de systèmes séparés que d'un, il faut s'acquérir tous ces systèmes-là de façon séparée. Par la suite, il faut tous les configurer de façon séparée. Il faut apprendre à s'en servir, tous et un de façon séparée. Et lorsqu'on est capable, on peut-être réussit à intégrer ou moi je dirais ça, euh, être en mesure de faire transmettre une certaine partie de l'information d'un système vers un autre système pour essayer jusqu'à un certain point là, d'éliminer les points de gestion ou de centraliser notre gestion, mais souvent, ce n'est juste simplement pas possible. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, les équipes de sécurité sont obligées de se défendre ou de combattre les cybercrimes par silo. C'est que souvent, ce qu'on va avoir, c'est un système qui va venir traiter des courriels, un autre système qui va venir traiter de la plateforme de collaboration, ou bien un autre système qui va venir nous aider à faire la gestion et la sécurité des identités. Par la suite, on va avoir d'autres logiciels, d'autres systèmes qui vont venir adresser les points de terminaison, que ce serait au niveau de la gestion, au niveau de l'autorisation des applications, déploiement des applications, ou au niveau de la sécurité du point de terminaison, hein, l'antivirus, de quelle façon se comporte ou de quelle façon on ne veut pas que se comporte le point de terminaison, le poste de travail de l'usager. Par la suite aussi, les applications. Encore là, on dit application et cloud parce qu'on va voir à travers nos sessions qu'on est en mesure de venir contrôler
le déploiement des applications, mais l'accès aussi aux applications, et que ce soit des applications cloud ou des applications on-prem à l'intérieur de nos réseaux physiques. On est même à la limite aussi capable de venir contrôler l'accès de nos usagers envers d'autres plateformes cloud et on est capable même de venir contrôler de quelle façon ils vont s'identifier ou ils peuvent s'identifier dans ces autres plateformes-là infonuagiques. On va regarder aussi la protection des données. C'est sûr qu'on parle toujours d'exfiltration de données. C'est sûr que parfois ça peut être intentionnel, parfois ça peut être accidentel. Mais on commence de plus en plus à parler justement, pas nécessairement du fait que à travers un ransomware, un rançongiciel, quelqu'un vient accéder à notre machine, s'accapare de mes données et chiffre la copie que moi j'ai sous la main, mais a toujours une copie des données à un autre endroit tierce. Mais aussi souvent, c'est que ça peut être quelqu'un de l'intérieur, à partir de l'intérieur de l'organisation, qui lui ou elle décide de rendre disponible des informations de l'organisation à une autre entreprise et que ce soit une action non sanctionnée par l'entreprise. Ça peut être des données confidentielles, ça peut être des brevets. Alors, Microsoft nous dit qu'en moyenne, il y a des organisations qui ont jusqu'à 80 outils pour traiter de la sécurité, que ce soit exclusivement dans le cloud, on-prem, un des deux ou une combinaison des deux en mode hybride. Alors, pensez-y, 80 solutions de sécurité. Personnellement, je vais vous avouer que je n'ai pas fait face encore à un environnement de cette envergure-là, mais je vous ne le cacherai pas. Je discute avec vous, les partenaires d'IT Cloud, et vous me faites part des réalités que vous voyez sur le terrain chez vos clients. Et c'est pas rare que facilement on parle de 10 à 15. J'ai eu même un partenaire l'autre jour qui en était rendu à 20 solutions de sécurité que lui avait répertoriées chez un de ses clients. Alors, la réalité est que on doit gérer beaucoup de solutions de sécurité à cause que, justement, les menaces se manifestent sous différentes formes et attaquent différents endroits de nos infrastructures. Alors, pensez que les attaquants, ici on dit que les attaquants pensent en graphe. Alors, ce qu'on veut dire par ça, c'est que c'est sûr qu'on va mettre ici le courriel et la collaboration, on ne se le cachera pas, c'est toujours la porte d'entrée, hein. Souvent, là, justement, à cause de l'identité, à cause du courriel, justement, c'est que on va recevoir un courriel, un scam finalement, où il va faire du credit harvesting. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que on essaie d'inciter l'usager à cliquer pour lui dire Hey, on a mis une nouvelle fonctionnalité en ligne, pour y avoir accès, tu dois te réauthentifier à nouveau. Et alors, clique sur le lien, ça va t'amener à une page. Inquiète-toi pas, rentre ton nom d'utilisateur et ton mot de passe pour avoir accès à la nouvelle ressource. Eh bien, les usagers ne portant pas attention de quelle façon le courriel est écrit et ne portant pas nécessairement attention non plus de où vient le courriel ou de quelle personne parvient le courriel. Alors, eux, ils s'en méfient pas. Ils vont aller cliquer justement, ils vont s'authentifier et à partir de ce moment-là, nos fameux mauvais acteurs, ben, ils ont le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'individu. Et aussitôt qu'ils ont le mot de passe de l'individu, alors à ce moment-là, ils viennent d'assumer l'identité de l'usager en question, peuvent assumer un certain contrôle du point de terminaison. Et à partir de ce moment-là, ben, sont en mesure de faire ce qu'ils veulent. Souvent, ce qui va arriver, c'est que la menace ou le mauvais acteur ne se manifestera pas tout de suite, ne se rendra pas visible tout de suite. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va observer, souvent pendant des jours et des semaines, justement pour voir l'envergure ou voir le potentiel d'attaque ou le potentiel
de ressources qu'il peut accéder versus justement à cause du manque de sécurité qui existe à l'intérieur de l'organisation. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il peut faire ça à travers des applications locales ou des applications cloud ou même accéder à d'autres plateformes infonuagiques en utilisant l'identité de la personne initiale qui a été compromise. Et par la suite, ben, on a accès aux données et on est en mesure d'en faire des copies, comme je mentionnais tout à l'heure, mais aussi de les transmettre à d'autres parties, faire de l'exfiltration de données. Alors, Microsoft nous dit que selon leur information, leur étude, euh, le temps moyen pour une attaque de se manifester, c'est environ 72 minutes. Je vous dirais que potentiellement, ça va baisser, ça va accélérer probablement avec l'intelligence artificielle, on ne se le cachera pas. Oui, c'est un bel outil, c'est un très bel outil de productivité, mais malheureusement, comme d'habitude, il y en a qui l'utilisent à de mauvaises fins. Alors, nos équipes de sécurité, on dit, ont besoin d'un multiplicateur de force. Alors, comme on mentionnait tout à l'heure, les attaques maintenant ne se produisent pas à l'intérieur d'un certain nombre de jours et de mois, mais à l'intérieur de minutes ou de quelques heures à peine. Alors, les attaquants, justement, viennent prendre avantage de cette sécurité-là par silo. À cause de quoi? À cause que les applications ne se parlent pas. Alors, à partir de ce moment-là, ils peuvent venir exploiter différentes failles dans différentes parties de l'organisation qui sont protégées par différents outils de sécurité. Et on ne se le cachera pas, on dit not enough bandwidth. Finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a juste pas assez de personnel ou l'autre réalité, c'est qu'il n'y a juste pas assez d'heures dans une journée nécessairement pour être en mesure de traiter toutes les potentielles attaques de sécurité qui peuvent survenir dans une période de 24 heures. Alors, Microsoft nous parle, je suis sûr que parmi certains d'entre vous, ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de la notion de Zero Trust. Alors, c'est quoi le Zero Trust? Le Zero Trust, c'est qu'on devrait toujours assumer qu'on est en mode brèche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on devrait toujours avoir l'optique, avoir l'état d'esprit de maximiser notre sécurité, de protéger au maximum tous nos effectifs, que ce soit les identités des individus, que ce soit nos données et que ce soit nos appareils. Et on dit vérifier explicitement, c'est justement ça. Alors, l'idée est quoi? C'est qu'on va vérifier plus souvent que pas l'identité de l'usager en question. On va valider aussi l'identité du poste de travail ou de l'appareil qui veut accéder aux informations et on va utiliser la notion du moindre privilège. Et on va voir que Microsoft, justement, ont des outils qui sont en mesure de venir dresser un portrait pour nous de jusqu'à quel point ou quel rôle ou quelle fonctionnalité que les gens sont en mesure d'avoir à l'intérieur de l'organisation. Mais aussi, on est capable de venir avec d'autres mécanismes, justement, quand vient le temps d'élever les privilèges de quelqu'un, on est en mesure de le faire, mais encore là, on va le voir un petit peu plus tard, juste pour ne pas voler le punch, là, mais pas de façon temporaire et pas de façon excessive non plus. Alors, on vient de le voir tout à l'heure, je l'ai mentionné verbalement, mais voici nos piliers de Zero Trust. Alors, le premier, comme de fait, est notre identité et par la suite, ce sont nos appareils, nos applications, notre infrastructure, encore là, indirectement aussi les appareils ou de quelle façon nos appareils se connectent. Ici, je saute par-dessus le réseau pour y revenir. On parle des données. Alors, tout à l'heure, on parlait de la protection de données ou l'exfiltration de données. Puis ici, quand on parle de réseau, là, on va le regarder dans deux optiques différentes. C'est que Microsoft, maintenant, a un outil à travers la plateforme de gestion d'identité Entra, pour ne pas la nommer. Maintenant, on est en mesure d'utiliser notre identifiant dans Entra. On est en mesure de l'utiliser pour accéder à des informations, disons, à partir de chez nous, vers des appareils ou des serveurs qu'on aurait mis dans le cloud. Finalement, d'autres euh,
d'autres données, on va dire, autres que notre courriel habituel. Mais je suis aussi capable de venir utiliser cette mécanique-là pour, à partir de la maison, venir accéder à des ressources internes dans mon réseau ou, à partir de mon réseau interne, aller accéder à d'autres, on va dire, serveurs qui seraient dans le cloud. Encore là, on ajoute une autre couche de sécurité, mais tout ça sans l'utilisation de VPN, mais on va y revenir tout à l'heure, vous allez voir, c'est génial. Regardons par contre, hein, on va reculer un petit peu dans le temps. On se souvient tous qu'on a tous débuté jadis avec des informations ou des infrastructures on-prem locales. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? On avait nos postes de travail, euh, puis là, bien long, en tout cas, peut-être assez long, assez longtemps, là, assez lointain, là. À un certain moment, on avait même des postes de travail où on n'avait même pas d'antivirus. À un certain moment, par contre, on s'est dit, ce serait peut-être une bonne idée d'installer un antivirus sur les postes. Alors, on a fait ça. On a installé des antivirus sur les postes. Mais souvent, on installait la solution X sur les postes. Par la suite, ben encore là, on s'est dit, ah, j'ai de l'antivirus sur mes postes de travail, j'en ai pas besoin sur mes serveurs. Puis, de toute façon, là, dernièrement, les solutions que j'ai évaluées, ça affectait drastiquement là, ou de façon négative la, la- la performance de mes serveurs. Alors, tu sais, j'ai des bons backups. Fait que je me questionne, c'est-tu vraiment nécessaire d'avoir un antivirus sur mes serveurs? À un certain moment donné, par contre, ben là, on s'est dit, garde, on devrait peut-être essayer de protéger le plus possible, justement, pour essayer d'éviter d'être obligé de revenir à partir d'un backup parce qu'on ne se le cachera pas. C'est du downtime, c'est du temps où on ne produit pas, on n'est pas productif. Les gens ne sont pas en mesure d'utiliser les systèmes. Mais par contre, ce qui arrivait à ce moment-là, souvent, c'est qu'on avait un antivirus sur le serveur, on va l'appeler l'antivirus Y. Alors, on a notre antivirus X sur nos postes de travail, l'antivirus Y sur nos serveurs. Là, à partir d'un certain moment donné, le courriel est arrivé. On commençait à utiliser le courriel. Au début, on n'avait pas de logiciel anti-spam sur nos courriels, sur nos serveurs Exchange. Bien, à un certain moment donné, on s'est dit, il faudra peut-être y penser. On a installé une solution anti-spam sur nos courriels, mais encore là, on va l'appeler la solution Z. Fait que là, on est rendu avec une solution X, Y, Z qui finalement vient traiter trois services différents. Oui, ils ont toutes les trois une raison d'être différente, mais encore là, même à ce moment-là, on ne se le cachera pas, là, on avait déjà des solutions, on était déjà en silo à ce moment-là. Pour ceux qui étaient avec un réseau local, avec Active Directory, ben, on avait nos contrôleurs de domaine. Alors, ce qu'on faisait, à la limite, il y en a qui le faisaient, il y en a qui ne le font pas. Alors, ceux qui le faisaient, ben, on contrôlait le comportement de nos postes par GPO, ou ceux qui étaient d'une encore plus grande envergure, ben, utilisaient Configuration Manager. Ceux qui étaient en mesure de se le payer et de se former étaient en mesure de le gérer. Là, par contre, ici, j'ai marqué restreindre l'accès au contenu ou au contenant finalement, là, les informations qu'on retrouve à l'intérieur de nos documents. C'est sûr qu'à ce moment-là, ben, on se fiait sur les permissions de partage ou les permissions NTFS sur nos répertoires. Mais encore là, cette protection-là nous donnait une protection limitée. Alors est arrivé le cloud. Alors, il y a certaines organisations, certains de vos clients que lorsqu'ils ont débuté, sont tombés là, dans le monde des affaires ou ce qu'ils sont partis à leur propre compte, ben eux, ils n'ont pas nécessairement besoin ou ils n'ont jamais connu le côté on-prem. Eux, ils ont seulement connu le côté cloud. Alors, souvent, ce qui arrive à partir de ce moment-là, c'est qu'eux, souvent, vont partir en affaires avec un compte Hotmail gratuit, là, souvent au début. Alors, ils continuent, ils utilisent le courriel avec la plateforme publique, avec les protections, on va dire, de type consommateur, vont aller s'acheter un poste au magasin du coin qu'on dit, là, et leur Windows, ben, c'est Windows 10, Windows 11, peu importe la version, mais c'est encore l'antivirus de base qui vient avec le poste. Et comme je mentionnais, ben, à partir de ce moment-là, si ils sont dans 365, ben, au moins, ils ont un petit niveau plus élevé, mais il y a encore la protection de base avec Exchange Online Protection, que tous les licences 365 ont accès. Là, on parle de gestion d'appareils. C'est sûr qu'à ce moment-là, je vous
garantirais que 99,9% du temps, on n'en fait pas de gestion d'appareil. Et on ne parle surtout pas de chiffrement de contenu ou de comment restreindre l'accès au contenu nécessairement non plus. Alors à ce moment-là, notre seule protection envers l'accès à nos données de base est vraiment notre gestion de l'identité et des accès. Et lorsqu'on est dans 365, ben, c'est Entra ID qui vient nous donner cette protection-là. Par la suite, il y en a par contre qui sont venus au monde on-prem ou qu'ils ont commencé dans le cloud, ils se sont installés des serveurs, mais encore là, pensons à la question de l'uniformité. C'est qu'encore là, on a encore des solutions qui traitent, oui, des besoins différents, mais ça aussi à des niveaux différents. Mais encore là, on ne parle pas de solutions de sécurité intégrée ou de gestion intégrée non plus. Alors là arrive Microsoft avec leur solution de sécurité. Alors, ce qu'on dit à ce moment-là, on parle de productivité sécurisée et on parle de protection de menaces. Alors, Microsoft sont en mesure de nous offrir des solutions de sécurité offertes par un seul revendeur, gérées de façon centrale, et que ce soit pour les infra on-prem ou les infra cloud. On va voir à travers nos deux sessions, justement, les différentes solutions qui sont disponibles et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ces solutions-là. Et oui, on est capable de venir protéger, de venir traiter la sécurité au niveau de nos infrastructures cloud et physiques à l'intérieur de nos bureaux. Alors, c'est quoi la réalité aujourd'hui, justement, là, quand on parle de cette approche de silo-là? Là? Regardons-le un peu dans son ensemble au jour le jour. Là. Alors, ici, on dit que la gestion chez Northwind Traders essaye de simplifier le nombre de revendeurs avec lesquels ils font affaire. Dans le passé, il avait choisi des solutions de technologie de façon ad hoc, qui étaient basées sur le besoin de ce moment-là et qui traitaient justement de ce seul et unique besoin-là. Mais là, on ne se le cachera pas, les solutions se multiplient ou les modes de partage se multiplient, les plateformes cloud se multiplient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les solutions de sécurité qui adresse justement tout le potentiel de sécurité de toutes ces applications-là, de tous ces systèmes-là, ben ça aussi, ça monte en flèche. C'est vraiment exponentiel. On passe de 1 à 2 solutions à 5, à 10, à 20, et soudainement, on n'a juste plus le contrôle. Alors, on est obligé, justement, on a notre protection antivirus qu'on va dire de base. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a nos applications de collaboration ou nos applications de clavardage. On a la sécurité qui vient avec notre courriel de base. La gestion d'appareils, ça dépend si on est strictement cloud ou si on est on-prem ou si on a juste, on a-tu vraiment un contrôleur de domaine? Si on en a un, est-ce qu'on utilise vraiment les GPO? Chose à voir. Et aussi, on parle de notre phishing, qui est encore là, phishing. Oui, notre protection courriel est là pour venir nous protéger jusqu'à un certain point, mais le comportement de l'usager envers les courriels de phishing aussi rentre en ligne de jeu. On parle encore de notre fameuse protection des données. Est-ce qu'on est en mesure, si on parle, mettons, de notre serveur de fichiers traditionnel, lorsque le document quitte le serveur, cette information-là est protégée de quelle façon? Et on a encore nos fameux ransomware qui est justement là. Quelle protection utilisons de façon proactive? Parce qu'on le voyait tout à l'heure, là. Oui, il y a de moins en moins de gens qui payent les rançons, mais ça ne veut pas dire que leurs postes ne sont pas infectés, ne sont pas cryptés et que l'information ne leur est pas rendue disponible. Tu sais, on ne leur permet plus d'accéder à leur propre information à eux. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? L'idée, justement, derrière ça, vous avez deviné le punch, c'est les outils de sécurité, les solutions de sécurité offertes par Microsoft. Alors, l'idée derrière ça, c'est que justement, on a une gestion plus simplifiée et ça, on est beaucoup plus efficace question coût aussi. Parce que oui, on n'est pas obligé de se procurer 20 solutions différentes. On n'est pas obligé de former nos techniciens sur 20 solutions différentes. On n'est pas obligé de configurer 20 solutions différentes. Fait qu'à partir de ce moment-là, avec Microsoft, on est capable de venir non seulement venir répondre à nos besoins de productivité, mais aussi à nos besoins de sécurité.
Alors, c'est pour ça que Microsoft essaie de diviser leur approche, de dire que oui, vous avez une solution compréhensive. Comme je mentionnais, non seulement on a accès aux outils de collaboration, mais aux outils de sécurité. Facilité au niveau, on élimine la complexité en versus des licences. Je ne suis pas obligé d'acheter un paquet de licences de 20 fournisseurs différents, gérer des licences pour 20 fournisseurs, d'attribuer, m'assurer d'attribuer la bonne solution qui parvient de mon bon fournisseur de sécurité, de l'assigner au bon utilisateur. Alors, on vient simplifier largement cette gestion-là et c'est sûr qu'on ne se le cachera pas. On est tout de suite très rapidement en affaires, là. On est capable de se mettre sur pied rapidement. On achète la licence avec les composantes de sécurité déjà intégrées à l'intérieur. Et dans la majorité des cas, on n'a aucune configuration à faire et on est déjà protégé dès le départ. Alors, comme on le mentionnait tout à l'heure, à coût moindre parce qu'on n'est pas capable, on n'est pas obligé de se prévaloir d'une panoplie de solutions et on simplifie justement la gestion au niveau là, de notre soutien informatique. Et on dit aussi protection de grade entreprise. Alors, à partir de ce moment-là, on n'utilise plus nécessairement juste des solutions de base ou souvent aussi des solutions gratuites de sécurité qu'on intégrait à nos services. C'est qu'à ce moment-là, on a vraiment accès à un portefeuille de sécurité, justement, de grade entreprise. Alors ici, on voit un petit peu un graphique là, de toutes les solutions de sécurité Microsoft, mais avec leur approche justement Zero Trust et à quel niveau ou à quel moment dans dans tout le processus là, d'accès à l'information que chaque solution vient adresser un besoin, vient traiter d'une menace de sécurité. Alors, on dit moderniser son infrastructure au niveau de l'identité. Alors, comme on mentionnait dès le début, maintenant, ça nous prend toujours un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à quoi que ce soit maintenant dans le cloud. Et c'est pour ça qu'on dit on doit rester compétitif, mais on doit comprendre aussi et de rester à un certain niveau pour venir justement rencontrer cette demande-là qui évolue à chaque jour au terme de la sécurité. Alors justement, on parlait du challenge de traiter l'identité des utilisateurs. Tu sais, on parle ici d'au-delà de 4000 attaques sur les mots de passe par seconde que Microsoft détecte à l'intérieur de leur infrastructure. Alors, on ne se le cachera pas, les mauvais acteurs sont très actifs. Alors, Microsoft nous donne maintenant, comme je mentionnais tout à l'heure, la protection. C'est que ici, on regarde tous les besoins au niveau d'accès. On va vraiment se concentrer aujourd'hui là, dans la session 1, vraiment plus identité. Alors, c'est sûr que c'est quoi de quelle façon de base on accède aux ressources? Ben, c'est qu'il faut prouver qui on est avec notre identité. Alors justement, Microsoft, à travers l'utilisation de cette identité-là, on est en mesure maintenant de venir l'utiliser pour non seulement, comme je mentionnais tout à l'heure, venir accéder à des données cloud, mais accéder aussi à d'autres données qui pourraient se trouver à l'intérieur de d'autres plateformes ou d'autres réseaux. Alors, ce sont quoi? Qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Ben, avec Private Access, on est capable d'utiliser notre identité entre ID pour venir contrôler l'accès à des ressources sur notre réseau local. On est capable aussi d'utiliser l'utilisateur ou l'identité d'un utilisateur dans Entra ID et de venir contrôler qu'est-ce qu'il est en mesure de faire aussi sur le web. On a aussi des outils de gestion qui sont en mesure de venir nous produire des rapports au niveau de la gouvernance. Ça se peut que certains clients travaillent dans certaines sphères, dans certains secteurs d'activité où ils doivent, question de loi, produire des rapports, de dire quand est-ce que cet utilisateur-là a été ajouté, quel rôle on lui a associé, ça correspond à quelle permission. Il a quitté telle date, qui a radié l'accès, qui a effacé le compte des utilisateurs. Alors,
ça se peut que vous ayez des clients justement qui aient besoin là, de ce niveau-là de reporting ou cette exigence-là d'être en mesure de produire des rapports. Et on va voir aussi en Identity Protection de quelle façon ça vient surveiller les identités des utilisateurs sur le dark web et qu'est-ce qu'on est capable de faire justement avec cette surveillance-là. Et on va parler aussi de Entra ID ou de la fonction Verified ID. Encore là, une autre méthode d'accéder aux ressources Microsoft sans nécessairement être obligé d'utiliser un mot de passe. Alors, comme on mentionnait tout à l'heure, l'idée derrière ça, c'est que si on est capable de vraiment venir sécuriser l'identité, alors à ce moment-là, on est capable de l'utiliser pour non seulement accéder à une application, mais beaucoup d'applications, et on mentionnait même tout à l'heure à plusieurs plateformes cloud aussi potentiellement. Et on aimerait ça aussi, je vous implore de base, essayer de convaincre les clients de au moins penser à utiliser l'authentification multifacteur. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas encore, mais comme je disais, de grâce, si c'est tout simplement un nom d'utilisateur et un mot de passe, je ne crois pas que c'est nécessairement assez suffisant aujourd'hui. C'est justement ça, pour cette raison-là, qu'on a moyen aussi de passer à des méthodes d'authentification qui ne demandent pas le mot de passe. Alors, ce que ça nous permet de faire, c'est justement d'établir un mot de passe très long, très compliqué, très complexe. Et à partir de ce moment-là, l'utilisateur n'a pas besoin d'entrer jour après jour ce mot de passe-là complexe, car on a passé à une autre méthode d'authentification qui n'exigeait pas de reproduire ou d'entrer son mot de passe au jour le jour. On va voir aussi les accès conditionnels. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les accès conditionnels, très, très génial comme approche, c'est qu'on vient ajouter des niveaux de sécurité lorsque l'usager, l'utilisateur doit nous prouver qui il est ou à partir de où il accède ou de quelle façon il accède aux ressources de l'environnement. À ces accès conditionnels-là, on peut venir associer des risques et on peut même venir établir des politiques en versus du niveau de risque. On peut venir changer le comportement au niveau de l'accès. On peut, encore là, oui, on avait déjà établi des exigences de base, mais là, dépendamment du risque réel, en temps réel, qu'on voit à ce moment-là, on est capable de venir changer de façon dynamique la demande d'accès de cet usager-là envers nos services. On a aussi le Self-Service Password Reset, qu'on est en mesure justement de permettre aux gens, s'ils soupçonnent que leur identité a été compromise, ils sont en mesure eux-mêmes d'aller changer leur propre mot de passe. Et d'ailleurs, on devrait les encourager à le changer encore là périodiquement, mais encore là. Ça, c'est une autre discussion qu'il faut avoir souvent avec les clients. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire, cet aspect-là de Zero Trust au niveau des accès? C'est qu'on est en mesure de venir justement unifier, de venir établir une règle de base pour tout le monde, de quelle façon on est en mesure, en utilisant notre identité, d'utiliser ou d'accéder à toutes les ressources. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, on est capable de, à travers cette identité-là aussi, de déterminer qui a accès à quel poste de travail ou qui a accès à quel réseau, que ce soit le réseau des applications 365 ou que ce soit notre réseau privé ou que ce soit l'Internet public aussi. Alors, à travers de tout, on va voir en détail là, finalement de quelle façon on est en mesure, à travers tous les outils que Microsoft nous rend disponibles, on est capable justement d'améliorer notre niveau de sécurité, on est capable d'améliorer l'expérience utilisateur, on est capable aussi de venir contrôler les accès aux applications et on est aussi capable justement, à cause de la haute disponibilité de l'architecture décentralisée de Microsoft, on est capable justement de s'assurer que nos services sont toujours accessibles. Ça, je vous ai sorti une petite capture d'écran du rapport de Microsoft qui vient de sortir dernièrement, juste là, justement, encore là. On nous démontre que les 99,9 des attaques liées aux identités, c'est en cause que
il y a encore du monde, justement, c'est lié au mot de passe. Les gens continuent encore d'utiliser les mots de passe liés à leur identité pour accéder aux ressources. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, un outil que Microsoft nous rend disponible, ben, c'est le Password Protection dans Entra. Ce qui est génial de ça, c'est qu'on ne se le cachera pas. On le sait que les utilisateurs vont essayer d'utiliser des mots de passe faciles ou souvent, comme j'ai mis ici dans la fenêtre, là, beaucoup trop faciles, où ils vont essayer de utiliser une portion du nom de la compagnie, mettons, ou le nom d'un produit que la compagnie produit ou un processus qui est utilisé parce que ça peut être quelqu'un qui utilise seulement les ressources d'organisation lorsqu'il doit justement accéder à un processus quelconque ou à une partie là, de l'infrastructure quelconque. Fait qu'avec le Password Protection, ce qu'on est en mesure de faire, c'est qu'on est en mesure de venir établir une liste de mots de passe qu'on ne veut pas que les gens utilisent. Et on est même capable de venir étendre cette protection-là à nos serveurs Active Directory local sur le réseau, ce qui veut dire que même un usager qui est sur le réseau local, qui changerait son mot de passe, ben on vient de l'empêcher justement de ne pas utiliser un des mots de passe qu'on avait répertorié ici à l'intérieur de notre service. Et la gestion de ce service-là, à la base, se fait dans le cloud et était là, établi au début, justement, pour protéger les identités cloud, mais maintenant, on est capable d'étendre cette protection-là, même à nos réseaux Active Directory local. Alors, tout à l'heure, on parlait justement de Verified ID. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est que maintenant, avec Entra ID de Microsoft, on est en mesure maintenant d'utiliser la reconnaissance faciale pour accéder à 365. Alors, encore une autre raison, justement, pour essayer d'encourager les gens de penser à un mode d'accès ou à une façon d'accéder aux ressources sans utiliser des mots de passe. Alors, il y en a plusieurs. Oui, on a toujours notre fameux SMS ou l'appel vocal de base, mais on ne se le cachera pas. Je n'ai pas revu de documentation dernièrement, mais Microsoft avait dit à cause du SIM hacking qu'il était à un certain moment que ces deux méthodes-là ne seraient plus rendues disponibles. Et de base, on ne se le cachera pas aussi, Microsoft préférait que tout le monde utilise Microsoft Authenticator, mais je sais que ce n'est pas toujours possible dans tous les cas parce que ce n'est pas tous les employeurs qui veulent fournir des appareils quelconques pour justement venir augmenter la validation de l'identité de l'utilisateur lorsque vient le temps d'accéder aux ressources. Alors, avec Verified ID, c'est ça, maintenant, on est capable d'utiliser la reconnaissance faciale dans Entra. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, au minimum, s'il vous plaît, encouragez les clients à utiliser le MFA. Et c'est sûr que la méthode préconisée, la méthode préférée de Microsoft, ben, c'est Microsoft Authenticator. Mais regarde, il y en utilise, il y en a d'autres méthodes aussi, là, que ce soit des clés FIDO, que ce soit qu'on l'utilise pour accéder à notre poste de travail ou directement au cloud. On parlait de biométrie, ça peut être une empreinte digitale aussi si on a des appareils qui sont en mesure de lire l'empreinte digitale. On a le Certificate Based Authority, où encore là, ça c'est un lien qu'on peut faire avec le cloud et on-prem. Si on veut faire, on va dire, de l'authentification de type Kerberos envers le cloud, ben, c'est possible. On a le push notification, on a les tokens, les OTP, les one-time passwords, on a les hard tokens, encore là, nos clés FIDO2, mais sur laquelle on a périodiquement là, un numéro, une séquence de chiffres qui change. Et puis, on a encore, comme je mentionnais tout à l'heure, notre SMS et l'appel de voix. Alors, regardons un petit scénario où un employé reçoit un courriel, clique sur le courriel parce que lui, il sait que de façon périodique, à tous les jours, cet employé-là a besoin d'avoir accès aux données de l'organisation parce qu'il travaille à partir de la maison ou il est sur la route. Par contre, les mauvais acteurs pourraient essayer d'avoir accès aux informations corporatives en volant les mots de passe et de cette façon-là, est en mesure d'accéder aux données de l'entreprise. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ces accès-là se produisent de d'autres pays et non du pays dans lequel l'organisation œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire à partir de ce moment-là? Oui, de base, on disait, s'il vous plaît, utilisez
l'authentification multifacteur, mais on va voir qu'à travers les accès conditionnels, on est capable, en utilisant l'accès conditionnel, de forcer les gens à utiliser l'authentification multifacteur et on est même capable de venir contrôler à partir de quel pays ou à partir de quel endroit physique on permet que quelqu'un vienne faire une demande d'authentification. Et comme on mentionnait tout à l'heure, ben, à la limite, si les gens perçoivent que leur identité a été compromise parce qu'on ne se le cachera pas, les gens veulent se rendre la vie facile, veulent que les choses soient faciles. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser leur identité, on va dire de la job, pour l'utiliser comme identifiant sur d'autres plateformes. À cause de quoi? À cause que c'est un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'ils utilisent de façon courante à tous les jours. Alors, pour eux, c'est rendu simple parce que c'est quelque chose de connu qu'ils utilisent de façon courante. Alors, comme on mentionnait tout à l'heure, l'aspect Zero Trust et à travers nos accès conditionnels, on est vraiment capable de venir contrôler à partir de l'identité ou à partir de l'appareil qu'on utilise, de venir vraiment contrôler l'accès aux applications, aux données ou à l'infrastructure finalement. Et même à la limite, quand on commence, on va dire, à segmenter ou à envisager une segmentation de nos accès. Puis on va le revoir là, tout à l'heure, là, qu'est-ce que ça veut dire en bout de ligne, là. Alors justement, l'idée, c'est d'augmenter le niveau de contrôle ou de recueillir le plus de signaux possibles que Microsoft appelle justement. Alors, l'identité est un signal. L'appareil à partir duquel j'essaie d'accéder est un signal. L'endroit à partir de où j'essaie d'accéder est un signal. Le réseau à partir duquel je demande d'avoir accès, c'est un signal. Et encore là, est-ce que mon appareil est considéré comme étant conforme ou non? Encore là, ça, c'est un signal qu'on peut venir mettre en place, qu'on peut utiliser, qu'on peut venir ajouter à notre pile, à notre stack là, de vérification qu'on fait lorsqu'un usager demande à avoir accès aux ressources. Alors, tout à l'heure, on va le voir, là, finalement, ce que je vous parlais tout à l'heure, d'accéder aux différents réseaux, ben, c'est le nouveau service de Security Service Edge de Microsoft, ou plus précisément le Global Secure Access. Mais on va le voir tout à l'heure, là, c'est vraiment génial. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec nos identités? Est-ce que c'est vraiment pratique ou c'est-tu vraiment pratique qu'un utilisateur ait une identité pour le réseau local et une autre identité pour accéder aux ressources cloud? Ben, il y a moyen de synchroniser nos identités justement en utilisant EntreConnect. On est en mesure de venir synchroniser nos identités du réseau local avec des identités sur le cloud. On est capable de venir faire un match ou on est capable de venir finalement faire une copie intégrale que ça va être le même UPN aussi, si on veut. Alors, c'est quoi qui est génial là-dessus? C'est que justement, c'est que dorénavant, l'utilisateur a seulement une identité à se rappeler, à utiliser. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un point faible, mais comme on mentionnait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut penser aussi à instaurer d'autres mécanismes lorsqu'on enclenche le processus de l'authentification. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'on veut rendre aussi on veut simplifier les accès. C'est que oui, on veut être plus sécure, mais on ne veut pas nécessairement non plus que ça soit plus difficile pour l'utilisateur d'utiliser les ressources. Alors, il y a différents modes de synchronisation aussi. On va parler du password hash. Alors, c'est quoi la password hash? C'est qu'est-ce qui arrive dans un cas comme ça? C'est que on prend vraiment une copie intégrale du compte de l'utilisateur. On vient chiffrer le mot de passe et on en met une copie dans le cloud. Alors, ça, ce que ça permet de faire, c'est que dans un cas où le réseau local tomberait down, ben, à partir de ce moment-là, les utilisateurs ont tout de même accès aux ressources dans le cloud. Et on a l'autre mode qui est le Pass-Through Authentication. Il y a certains clients qui vont préférer le PTA, le Pass-Through Authentication, à cause que ils ne veulent pas ou selon eux, ne veulent pas permettre une copie du mot de passe, même si elle est chiffrée, qu'elle se retrouve dans le cloud. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand les gens sont à l'interne, ils s'authentifient sur le domaine local, mais quand ils sont, disons, à la maison sur la route, on va rediriger leur
d'authentification vers Entra. Mais lorsque Entra va recevoir cette demande d'authentification-là, Entra va la pousser vers le serveur local sur le domaine. Le serveur va authentifier, va approuver la demande d'authentification, va retourner la réponse Entra, va dire oui, OK, l'usager m'a prouvé, il est qui il est, tu peux lui donner accès aux ressources. On a aussi le mode fédéré, mais le mode fédéré, c'est plus un cas où euh, les demandes d'accès arriveraient encore dans Entra ou sur le réseau local, mais à ce moment-là, on utiliserait un autre annuaire, un autre service d'identification tierce pour être en mesure de déterminer l'identité au niveau de la demande d'authentification d'un usager. On demandait dans le chat, est-ce que Microsoft offre maintenant la possibilité de forcer le MFA à l'ouverture d'une session via Entra ID? Oui, c'est ça. À travers les accès conditionnels, on peut de façon catégorique forcer que lorsque quelqu'un vient se connecter, oui, on y exige le MFA. C'est une des façons de venir instaurer la pratique du MFA, c'est qu'on peut le faire de façon obligatoire à travers les accès conditionnels. L'avantage de le faire à travers les accès conditionnels, c'est que suite à la demande de MFA, où il a dû prouver avec, on va dire, une troisième pièce d'identité qui il est, avec quelque chose qu'il détenait, que ce soit son application Microsoft Authenticator. Mais on peut venir à ça ajouter d'autres couches qu'on va voir tout à l'heure plus tard. C'est sûr qu'aussi, on peut forcer le MFA avec la sécurité par défaut. Par contre, la sécurité par défaut va venir créer des accès conditionnels auxquels on n'a pas accès, qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas customiser ou mettre à notre main, qu'on ne peut pas configurer. Et il y a la bonne vieille méthode aussi d'utilisateur par utilisateur, mais ça encore là, c'est un trou de sécurité dans le sens que là, on vient gérer la connexion MFA utilisateur par utilisateur, alors ça devient facile d'en oublier lorsque on veut faire des changements ou s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, est-ce qu'on a pensé aller justement euh, forcer ce MFA-là sur cet usager-là? Fait au moins, à la limite, au minimum, ne faites pas le MFA par usager. Faites-le au moins par des sécurités par défaut, ce qu'on peut faire sur tous les environnements 365, ça ne demande rien de spécial. Mais si on veut le faire à travers des accès conditionnels, ben là, je voyais une autre question dans le chat, justement. Oui, pour les accès conditionnels, ben, ça prend entre IDP1 et oui, entre IDP1 vient avec Business Premium. Alors voici tout à l'heure, comme je parlais justement, cette nouvelle approche-là de Microsoft avec le Global Secure Access. Alors, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on continue on dit onboard your employees, on continue d'ajouter les employés à l'intérieur de notre service d'authentification. Et on continue justement aussi là, d'établir, si on fait de la collaboration, si on permet des gens de l'externe, ben, eux aussi, on leur donne accès. Et alors, l'idée, par contre, c'est qu'on veut toujours être en mesure de gouverner nos accès, être en mesure de contrôler nos accès, justement. Alors, ce que ça vient faire, c'est que ça nous donne un autre niveau plus élevé, justement, de ça. C'est qu'avec ce que je mentionnais tout à l'heure, le Intra-Private Access, ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est que ça nous permet, à partir d'une identité dans Entra-ID, de donner accès à des ressources à l'interne de l'organisation. Pensez à ça, ça vient remplacer le bon vieux VPN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que les clients ne sont plus obligés maintenant d'acheter un appliance, d'acheter un châssis, d'acheter un pare-feu physique qui coûte 10, 20 000, 30 000 là, dans certains cas. Alors, on n'a plus besoin de faire ça. C'est qu'à partir de ce moment-là, on est en mesure, à partir juste de la petite connexion de base Internet fournie par le fournisseur Internet, c'est qu'on est capable de l'extérieur maintenant de venir accéder à des ressources à l'intérieur de l'organisation. Alors, sur les appareils auxquels on veut accéder à l'intérieur, on installe un agent et cet agent-là est lié à Entra-ID et c'est lui qui vient contrôler justement les accès à l'intérieur de l'organisation. On a aussi l'autre aspect, tout à l'heure j'en ai parlé, le Internet Access. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que oui, c'est vrai que notre pare-feu, quand on l'a ici à l'interne, quand les gens du bureau accèdent à l'Internet,
on est capable justement de voir à quoi ils accèdent et on est capable de venir établir certaines règles. Mais on fait quoi quand ces gens-là sont à la maison et qu'ils accèdent à l'Internet? Là, on a beaucoup, on n'a plus de contrôle là, parce qu'ils ne sont plus en arrière, à l'arrière du pare-feu. On n'a plus de contrôle sur les sites auxquels ils accèdent ou au contenu. Alors, avec le Internet Access de Entra, maintenant, on est capable d'avoir ce même contrôle-là au niveau de qu'est-ce qui accède comme contenu public sur le web, même quand ils ne sont pas au bureau. Quelqu'un me demandait comment accéder à une Azure VM dans le cloud. Bien, à ce moment-là, ça serait plus le Microsoft Traffic. Alors, le Microsoft Traffic, ce qui permet, lui, de faire, c'est accéder aux ressources Microsoft dans le cloud. Et encore là, c'est une autre façon en ajoutant une couche de sécurité. C'est que pour faire ce qu'on n'a pas dit ou ce que je ne vous ai pas dit à date non plus, c'est que l'appareil de l'utilisateur doit aussi avoir ce client-là, doit avoir un client justement qui va venir se brancher au service de Global Secure Access. Et la beauté de ça, c'est que c'est une fonctionnalité qui vient se rajouter à l'intérieur de nos accès conditionnels. Et le Microsoft Traffic, c'est inclus avec Entra IDP1. Il était un certain moment où c'était une troisième licence séparée, parce que Entra Private, c'est une licence, Internet Access, c'est une autre licence, et il était un certain moment, il fallait acheter une autre licence pour faire le bout de sécuriser vers Microsoft. Mais maintenant, ça, c'est inclus à l'intérieur d'Entra IDP1. Alors, on n'a pas d'autres licences à acheter à ce moment-là. C'est sûr que oui, de base, il faut que l'utilisateur ait Entra IDP1 actif à son compte, à lui, là. On va voir plus tard aussi, il y a une autre licence qui s'appelle Entra Suite, qui, elle, regroupe finalement ces deux licences-là ici et d'autres fonctionnalités additionnelles, mais je vous dirais, là, dans la majorité des cas, c'est c'est pas nécessaire là, d'aller jusque-là, là, mais encore là, dépendamment des situations, des réalités ou jusqu'où on va aller là, avec les clients. Là. Fait ici, je vous ai mis une petite capture d'écran finalement que quand vous avez entre IDP1, vous allez voir maintenant, vous avez cette sous-section-là, cette blade-là connect et vous avez Traffic Forwarding. Fait que c'est à partir de cette façon-là qu'on vient contrôler le trafic, à quoi on donne accès aux usagers finalement qui ont le client de un et qui ont la licence d'associer à leur compte. Alors, à partir de ce moment-là, on est vraiment capable de venir contrôler là, nos trois types de trafic individuels ou distincts là, et de quelle façon on veut que ça soit géré. Entra ID Protection, c'est le service que je vous parlais tout à l'heure, que Microsoft, justement, eux, ce qu'ils font, c'est ils vont aller surveiller le dark web. Ils vont aller vraiment détecter les identités des utilisateurs Microsoft. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va le voir un petit peu plus tard là, dans la prochaine slide. On vient lier ça encore là à nos accès conditionnels. Ça nous permet de venir encore là ajouter un autre niveau de protection additionnel. C'est vraiment ce service-là qui nous donne un indice, une indication qu'un compte ou une identité aurait été compromis et est connu par les pirates, on va dire, sur le dark web. Alors, justement, à travers nos accès conditionnels nous permettent justement, là, comme on l'a vu tout à l'heure, à travers des différents signaux, c'est que non seulement j'ai besoin de m'authentifier, de dire qui je suis, mais je suis capable aussi, à partir de son emplacement, et ça, Microsoft le fait déjà par défaut, là, on ne se le cachera pas. Je suis certain que vous vous êtes déjà rendu compte de ce phénomène-là. Vous activez les sécurités par défaut chez votre client, ça va bien, une journée, 2 jours, 3 jours. Oh, je ne sais pas, moi, peut-être la troisième journée, la quatrième journée, le client vous appelle. Hey, c'est drôle, là, mais ça ne nous demande plus là, le MFA. Là, on fait juste mettre notre nom d'usager puis notre mot de passe, puis on rentre. Là, y a-t-il quelque chose de brisé ou quoi? Là? Mais ça, c'est Microsoft, justement, que eux surveillent justement le comportement, les habitudes d'authentification, de login des usagers et réussissent à déterminer que, bon, ben, regarde, cette même usager-là,
est toujours à partir, on va dire, du même endroit, du même appareil, essaie d'accéder toujours aux mêmes applications jour après jour. Fait que, regarde, on va essayer de rendre ça un petit peu plus convivial, là. On est assez confiant que c'est le même usager. Alors, à ce moment-là, eux émettent un verdict. Et le verdict, justement, est de ne pas invoquer le MFA. Mais comme on mentionnait tout à l'heure, et quelqu'un a demandé, est-ce qu'on ne peut pas l'invoquer tout le temps, le MFA? Mais oui, avec les accès conditionnels, justement, on peut l'invoquer tout le temps, nous, parce qu'on veut que les gens l'utilisent en tout temps. Mais à ça, non seulement on peut le faire à partir de l'usager ou à partir de l'endroit où il est, parce que l'endroit, dans les faits, avec les accès conditionnels, ça peut être un pays. Alors, ce qu'on peut faire à la base, c'est de ne pas permettre une authentification vers, on va dire, le tenant du client. À partir de, on bloque à partir de tous les pays du monde. On permet seulement, disons, à partir du Canada. À la limite, on peut y aller encore plus granulairement. Je ne permets aucune authentification à partir d'aucun pays. Finalement, j'en ne permets aucune, sauf à partir de cette adresse IP-là, qui peut être l'adresse du bureau ou l'adresse IP, mettons, du président, parce que c'est le seul, disons, qui travaille à partir de la maison. Fait qu'à partir de ce moment-là, je viens de sécuriser l'accès. C'est que il faut absolument que les gens, à la base, soient à l'intérieur du bureau ou à l'intérieur de la résidence de l'individu comme tel et doivent aussi, comme d'habitude, nous donner son nom d'utilisateur et son mot de passe. Mais regarde, même à ça, on va lui demander son MFA. Mais on pourrait même aussi aller valider l'appareil. Est-ce que l'appareil est un appareil de l'organisation? Est-ce que l'appareil est enregistré dans Entra? On peut même aller plus loin avec Intune, on va le voir tout à l'heure. Est-ce que l'appareil rencontre ma politique de conformité? Alors, c'est quoi la politique de conformité? C'est que dans Intune, je suis capable de déterminer ou de créer une politique de conformité et de dire, moi, là, mes appareils chez nous, là, je les gère, de un, à cause que j'ai Intune. De deux, ça doit être au minimum telle version de Windows, mettons, 10.x.x.x. Peu importe à quoi ça répond, disons au minimum 24H2, là. Et aussi, en plus de ça, j'exige que l'antivirus soit actif et j'exige aussi que le pare-feu soit actif. Alors, on est capable de venir établir un profil de conformité sur nos appareils et ce profil de conformité-là, on le crée, on le fait dans Intune, mais on est capable d'associer ce profil de conformité-là à l'intérieur de nos accès conditionnels. Et on peut même faire que si tu ne rencontres aucune de ces obligations-là, on va dire, ben, si tu n'en rencontres aucune, je ne te donne pas accès, mais disons pour une raison X, tu rencontres seulement deux des trois, ben, je vais limiter les applications auxquelles tu as accès. Je vais seulement te permettre d'accéder au courriel. Ou à la limite, ça peut être aussi, je te permets d'accéder à tout là, quand tu me prouves de façon adéquate, là, finalement, que tu rencontres toutes les obligations, quand tu es sur un poste Windows. Mais si tu es sur un téléphone, une tablette, un appareil intelligent, un téléphone mobile, ben moi, à partir de ce moment-là, je décide de restreindre l'accès seulement qu'au courriel. Alors, on est capable vraiment là, de venir personnaliser notre sécurité ou personnaliser nos accès en vertu de l'appareil ou en vertu de certains critères. Alors, tout à l'heure, on parlait du Entra ID, le Identity Protection, là, que Microsoft scanne le dark web justement pour les identités compromises. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on vient utiliser ces signaux-là de sécurité qui sont recueillis par Microsoft et qui sont rendus disponibles et on vient les associer à nos accès conditionnels. Et on parle de risque en temps réel parce que c'est vraiment monitoré. Et qu'est-ce qui arrive à ça? C'est que nous, on est capable de venir créer un profil de risque. On est capable de venir dire, hey, Microsoft, lorsque tu vas m'avertir qu'il y a une identité de compromis, là, dépendamment quelle catégorie de risque ça rencontre, est-ce que ça rencontre le sign-in risk, le risque lié à la demande d'authentification, ou c'est le risque lié à l'utilisateur? C'est que ce risque-là se divise en bas, moyen ou élevé. Et à partir de ce moment-là, je suis en mesure de venir déterminer un certain comportement en vertu de ça en temps réel, de façon dynamique à l'intérieur de ma stratégie d'accès conditionnel. Ça veut dire qu'en temps réel, si je n'ai pas un accès qui est compromis, une identité qui est compromise, tout se passe bien, on n'a pas de problème.
Si au moment où une détection d'une identité compromise est détectée par Microsoft sur le dark web et ça rencontre un certain niveau de risque, et moi j'ai déterminé qu'en haut de ce niveau de risque-là, de un, je peux tout simplement décider de ne pas donner accès, ou je peux dire, attends une minute, avant d'avoir accès, là, tu vas devoir changer ton mot de passe. Puis pour devoir changer ton mot de passe, ben, il va falloir que tu répondes aux questions de sécurité. Parce que j'ai un doute, là, je suis juste pas assez confiant en ce moment-là pour te donner accès aux ressources. Alors, c'est quoi le sign-in risk? Le sign-in risk, c'est le fil qu'on appelle euh, déplacement non typique ou atypical travel. Alors, c'est plus que quelqu'un qui s'authentifierait toujours, mettons, à partir du Canada et que je n'aurais pas mis de restrictions au niveau des pays dans mon accès conditionnel, ben, à ce niveau-là, je vais toujours avoir une certaine protection parce que Microsoft va détecter que hey, cet usager-là, là, oui, c'est vrai qu'il est sur la route, il n'est pas tout le temps au bureau, mais à date, là, ça fait 5 ans, là, il a toujours été à partir du Canada. Puis là, aujourd'hui, il veut s'authentifier à partir des États-Unis ou à partir de l'Europe ou à partir de la Chine. Oh, fait que là, on vient de détecter un risque. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, si on sait que la personne euh, doit s'absenter, ben, on pourrait venir ajuster justement notre niveau de risque pour cette personne-là, ou on peut simplement dire de façon catégorique, on avertit les gens, hey, si jamais tu te déplaces et tu as une demande justement de changement de mot de passe, inquiète pas, c'est normal, c'est voulu par nous. On a aussi le user risk, qui l'autre, c'est encore un niveau de risque établi selon le déplacement, mais celui-là, c'est le déplacement impossible ou impossible travel. Dans le sens que tu viens de t'authentifier au bureau à Montréal et puis 5 minutes plus tard, je vois que ton utilisateur veut s'authentifier à partir de la Roumanie ou à partir de la Russie. C'est parce que là, je sais que c'est physiquement impossible pour un usager d'être à deux places à l'intérieur de 5 minutes. Là. Fait qu'encore là, on est capable de venir établir qu'est-ce qu'on veut faire quand on détecte ce niveau de risque-là. Et à l'intérieur de nos accès conditionnels, on a une autre fonctionnalité qui s'appelle Continuous Access Evaluation. Alors ça, ce que ça fait, c'est que là, souvent, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais là, c'est beau, là. J'ai créé ma stratégie d'accès conditionnel, j'ai établi mes niveaux de risque, j'ai établi mon comportement en vertu du risque. Mais là, je viens de faire un changement là, à ma stratégie d'accès conditionnel, puis je voudrais que ça s'applique à tout le monde tout de suite. Là. Je ne veux pas attendre que le jeton de section expire, là, puis que ça va être à la prochaine demande de réauthentification pour avoir un nouveau jeton. Bien, à partir de ce moment-là, dans les accès conditionnels avec la Continuous Access Evaluation, je suis capable justement de le faire, de demander à ce qu'on fasse passer encore l'usager par toutes les étapes de validation. Puis on s'entend que les étapes de validation, là, c'est transparent pour l'usager. Là. L'usager, il ne sait pas là, que son appareil est en train d'être vérifié là, ou que l'emplacement est vérifié, que la conformité de l'appareil est vérifiée, que son niveau de risque est en train d'être évalué. Là. Ce sont toutes des choses qui sont vraiment transparentes à l'usager. Fait que c'est l'idée derrière ça, c'est justement c'est qu'on veut faire un changement parce qu'on veut augmenter le niveau de sécurité, mais on voudrait que ça s'applique tout de suite et non seulement dans le futur lors de la prochaine demande d'accès. Alors, l'idée, justement, on va le voir aussi, je vous vole un petit peu le punch, de toute façon, on va le voir dans la deuxième session, là, mais il y a moyen, avec certains produits de la suite de produits Defender, là, de venir lier ça aussi à Entra ID et de venir faire de la gestion d'identité, mais non seulement de la gestion d'identité cloud, mais on est capable de venir gérer d'autres types d'identités aussi. Et l'idée derrière ça, justement, c'est de venir rehausser ou de venir établir là, ce que Microsoft aime, leur bel acronyme, le thème commun, le XDR. Là. Mais on va voir là, dans la deuxième session qu'est-ce que c'est IDR, puis qu'est-ce que ça veut dire là, XDR ou d'être en mode actif XDR en bout de ligne. Là. Alors, je vous ai parlé un petit peu plus tôt au niveau de la gouvernance d'identité que vous avez certains clients, dépendamment de leur secteur d'activité, ils doivent produire des rapports justement au niveau de la gouvernance de l'identité. C'est bien beau là, de dire oui, tout le monde a besoin d'un compte d'utilisateur ou quelqu'un t'envoie une demande, hey, tu dois y créer un compte, bon, c'est beau, blablabla, mais encore là, tout à l'heure, j'ai parlé de la création du compte au début, puis j'ai parlé aussi de radier le compte lorsque l'employé quitte.
Mais entre les deux aussi, là, on peut faire des revues d'accès de façon périodique aussi, commencer à penser ou d'avoir une bonne pratique justement à revoir de façon périodique tous les utilisateurs qui ont accès aux ressources de l'organisation parce que ça se peut qu'on en ait oublié un, quelqu'un a quitté, le compte n'a pas été radié, la personne a encore, dans le pire des cas, aura encore le rôle d'administrateur global ou a accès à tous les sites SharePoint, disons par exemple. En tout cas, dans certaines situations, ça peut être nécessairement quelque chose qu'on ne veut pas. Fait encore là, on peut le faire de façon manuelle, mais on peut le faire aussi à travers les rapports de façon périodique. Aller voir les rapports, mais justement, les rapports sont utiles justement quand on a une exigence ou qu'il faut produire ce rapport-là. Là. C'est là que devient l'idée de ID governance ou de même à la limite penser à la gouvernance ou à la gestion de nos identités. Parce qu'on sait que c'est trop facile d'en oublier. Parce que dans les faits, ce qu'on peut faire avec Entra ID, on est capable de le connecter à d'autres plateformes, comme la plateforme des RH, si on veut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que aussitôt que quelqu'un est embauché, arrive à un certain stade au niveau de l'embauche et fait partie maintenant des employés déclarés dans la plateforme des RH, ben, à partir de ce moment-là, automatiquement, la personne a un accès de créé. Mais j'ai déjà vu des cas de figure là, que la plateforme RH là, était liée, mais seulement pour la création de l'identité, n'était pas liée pour la radiation de l'accès. Ça veut dire que lorsque la personne quittait, il n'était plus comme employé actif, mais il n'y avait jamais rien qui se passait au niveau du compte dans Entra. Puis les RH communiquaient jamais avec le département des technologies pour leur dire que hey, cette personne-là n'est plus là, elle a quitté. Là. Fait que l'idée derrière ça, c'est que oui, c'est pratique connecter les plateformes pour que ça se fasse dynamique, mais assurez-vous justement que ce lien-là est dynamique, mais je vous dirais dans les deux directions. Mais en plus de ça, au moins, justement, faites de la gouvernance de l'identité. Si vous n'avez pas la licence nécessaire pour produire ces rapports-là d'identity governance, au moins faites-le de façon manuelle, périodiquement. Faites le tour, exportez-vous à partir de la gestion des utilisateurs dans Entra, exportez la liste des usagers et puis validez avec le client si tous ces usagers-là sont encore là. Et puis, si on parle ici d'un service très pratique aussi, Privilege Identity Management with Limited Time Access, puis on va dire aussi with Just-in-Time Access, parce que l'idée de ce produit-là, justement, c'est de donner accès aux usagers au moment où ils ont besoin d'avoir accès et le niveau auquel ils ont besoin d'avoir accès. Parce que l'autre réalité, on ne se le cachera pas, là, c'est que souvent, puis ça peut être nous aussi, là, comme admin, souvent on va quitter, on va dire, ben regarde, moi je m'en vais en vacances, fait que mon collègue a besoin d'avoir accès, je dois élever ses rôles, ses privilèges pendant 2 semaines, quoi que ce soit. Ou, s'il vous plaît, ne partagez pas votre compte parce que là, on perd tous les traces. C'est que là, même si vous n'étiez pas en vacances, c'est vous autres qui êtes responsables parce que ça dit que c'est moi qui ai créé le compte. Ouais, mais je n'étais pas là, j'étais en vacances. Fait que, regarde, à la limite, idéalement, tout le monde a chacun leur compte, mais encore là, on ne donne pas plus d'accès pour une plus grande période de temps qu'on a besoin. Alors, l'idée avec ce mécanisme-là, c'est que ça laisse des traces. C'est qu'on peut même le configurer pour que ça soit l'usager lui-même, par un portail, demande à avoir accès. Et par la suite, ça fonctionne par approbation. Alors, nous, comme admin, comme étant gestionnaire de ce service-là, ben, on va devoir approuver justement la demande d'activation de privilèges plus élevés. Et à partir de ce moment-là, on doit, mettons, écrire une justification. OK, ben, privilège élevé entre telle date et telle date à cause de blablabla. Puis, ce qui est génial de ça, justement, c'est que ça laisse des traces. Alors, c'est pas juste quelqu'un de façon ad hoc ou spontanée qui est allé changer le rôle d'un utilisateur puis qui a oublié de le changer par après. C'est que ça va se faire à partir de telle date et seulement pendant X nombre de temps. Fait qu'on est sûr de ne pas l'oublier, de ne pas l'échapper. Et encore là, on est capable de retourner à l'intérieur du service et de voir qui a fait quoi.
Parce que comme je mentionnais, l'idée derrière ça, c'est que on veut toujours donner le moins de privilèges possible et on dit du just in time, justement, seulement au moment où il va en avoir de besoin ou seulement pour la période de temps pendant laquelle l'usager va avoir besoin de ces rôles, de ces privilèges-là élevés. Parce qu'encore là, on ne veut pas créer une porte, on ne veut pas laisser un trou de sécurité ouvert. Alors, l'Access Reviews, comme je mentionnais tout à l'heure, oui, c'est vrai que à travers le service, même que ce qui est génial, c'est que la personne qui est responsable, excusez-moi, d'approuver ou de gérer ce service-là, ça va lui envoyer des rappels de façon périodique. Hey, tu dois venir faire ta revue, venir faire le tour justement des actions, des comptes. euh, pour voir si tout est correct. Est-ce qu'encore tous ces usagers-là ont encore tout besoin de ce niveau de rôle-là de façon illimitée ou pendant la période de temps pendant laquelle il avait demandé, là, dépendamment quand est-ce la période de revue est déclenchée. Là. Fait que c'est vraiment utile à ce niveau-là, mais comme je vous mentionnais, c'est sûr que l'outil, là, c'est le mécanisme idéal. Mais il n'y a rien qui vous empêche jamais non plus de le faire manuellement là, pour vos clients non plus. Là. Alors, comme on dit, Picture Speaks a Thousand Words, bon, fait que encore là, ça c'est la console de gestion. Je vous ai mis une petite capture d'écran. C'est que c'est vraiment génial. C'est que on voit justement qu'est-ce qui s'est passé là. Bon, 50 comptes d'utilisateurs ont récemment été créés ou effacés. Fait que là, on est capable d'aller voir plus profondément pour voir là, qu'est-ce qui s'est passé. Hein, j'ai 40 comptes externes. À l'intérieur de mon service. Hein. Pourquoi? Oh, j'ai 17 utilisateurs avec des rôles privilégiés. OK, tu sais, fait que c'est vraiment une façon d'aller gérer de façon plus active l'identité des utilisateurs à l'intérieur de l'environnement. Alors, passons à Intune. Alors, Intune, c'est quoi? J'en ai glissé un petit mot tout à l'heure. C'est notre logiciel de gestion d'appareils. Ce qu'il faut comprendre à Intune, c'est que souvent les partenaires vont me dire, ouais, mais Intune, c'est seulement pour les appareils mobiles. C'est vrai parce qu'à l'intérieur, on retrouve le MDM, le Mobile Device Management. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où Intune est venu à la naissance, c'est que on avait déjà d'autres outils. Encore là, si on se souvient de tout à l'heure, notre petite leçon d'histoire, là, on a tout commencé on-prem. Alors, ce qui arrivait à ce moment-là, c'est qu'on avait des outils qui étaient sur nos serveurs. On avait au minimum nos GPO qu'on utilisait pour gérer nos appareils de bureau ou à la limite nos portables. C'est qu'à ce moment-là, les appareils intelligents, les téléphones mobiles, ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce que Microsoft ont fait pour pallier à ça? Ils ont déployé Intune, ils ont mis en ligne ce service-là Intune. Et à la base, l'idée, c'est que, bon, ben, regarde, pour pallier à ce nouveau besoin-là d'appareils mobiles, ben, tu vas utiliser Intune. Fait que c'est pour ça qu'on voit MDM à l'intérieur d'Intune, mais dans les faits, là, Intune est fait pour gérer tous les appareils. Là. Puis on va voir tout à l'heure toutes les catégories, puis tous les types d'appareils qu'on est en mesure de gérer avec ça. Et encore une fois, l'idée derrière ça, c'est que c'est une autre solution de gestion qui est intégrée à Microsoft et on gère tout ce qui est relatif là, à la sécurité, les applications, la conformité de l'appareil. Encore là, on le fait tout appareil d'un endroit. Et encore là, c'est sûr que euh, la vie est nous rendue plus facile et aussi les informations qu'on retrouve à l'intérieur de la console ben, nous sont rendues disponibles à travers l'intelligence artificielle parce qu'on sait que c'est pas juste depuis Copilot que Microsoft utilise l'intelligence artificielle en arrière de leur service, ça fait déjà plusieurs années. Alors justement, même l'idée à la limite, c'est qu'avec Intune, on est capable d'améliorer la satisfaction de l'utilisateur parce que, comme je mentionnais plus tôt, on est capable de se bâtir des profils d'application. Je suis capable de venir contrôler l'accès aux applications. Je suis capable de venir déterminer quelles applications
je vais rendre disponible aux usagers. On va voir tout à l'heure, même à la limite, je suis capable de venir automatiser le déploiement de la machine, le Zero Touch Deployment, la Out of Box Experience, en utilisant Autopilot. L'idée derrière ça aussi, c'est que je suis capable de venir gérer, là, ça serait dans un cas idéal. En tout cas, souvent, on va voir tout à l'heure un petit cas de figure, là, les informations personnelles ou les informations de l'organisation, que ce soit sur un appareil géré ou sur un appareil non géré. Fait qu'avec Intune, on est capable justement de venir contrôler l'exfiltration de nos données ou l'accès de nos données, même si ce sont des appareils qui ne font pas partie de l'organisation. Alors, c'est ça l'idée derrière Intune, c'est que c'est cross-platform parce que, on va le voir tout à l'heure, on est capable de gérer différents types d'appareils, différents systèmes d'exploitation et on est capable, on l'utilise justement pour venir gérer notre sécurité de l'appareil. Ça, on va voir la sécurité des appareils ou des points de terminaison dans notre deuxième session. On est capable de gérer justement le déploiement ou l'accès aux applications mobiles sur nos appareils mobiles, où on est capable de venir gérer, comme je mentionnais tout à l'heure, la conformité de nos appareils. On est capable de venir recueillir le comportement, de voir qu'est-ce qui se passe et de venir contrôler aussi si ça sera un appareil qui est utilisé par différents utilisateurs, parce qu'on est capable de venir gérer l'appareil non seulement au niveau de l'appareil physique, mais au niveau de l'utilisateur qui l'utilise aussi. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, l'idée derrière ça, c'est qu'avec Intune, c'est vraiment notre gestion simplifiée et consolidée de nos points de terminaison. Et encore là, quand je mentionnais tout à l'heure, un point de terminaison, là, c'est l'appareil que l'utilisateur utilise, là, mais ce n'est pas nécessairement un appareil de bureau ou un portable, là. On parle de téléphone intelligent, d'appareils mobiles. Et on parle aussi, quand on parle de tous nos différentes catégories, on regarde le côté système d'exploitation, ben, on va parler de Windows, on va parler de macOS, on va parler de iOS, on va parler des appareils Android, on va même parler de Linux. Et comme je mentionnais tout à l'heure, que ce soit un appareil qui fasse partie, qui est joint à l'organisation, ou que ce soit un appareil personnel d'un usager qui n'est pas joint à l'organisation, ben à ce moment-là, on est toujours même capable de venir faire de la gestion. Ici, on marque Cloud Manage et Co-Manage. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que si on serait dans un environnement où le client n'a pas d'infrastructure locale, n'a pas de contrôleur de domaine local, alors c'est ceux qui n'utilisent pas de GPO, on n'a pas de façon à venir contrôler le comportement des appareils, ben dans ce cas-là, ce client-là utiliserait Intune pour gérer l'ensemble de ses appareils. Par contre, si on arrive dans un environnement où le client a déjà son réseau local, encore son contrôleur Active Directory, contrôleur de domaine local, peut-être qu'il utilisait des GPO, peut-être qu'il ne le faisait pas, peut-être qu'il y avait Configuration Manager, peut-être qu'il ne le faisait pas, ou à la limite, ce qu'on peut faire, on peut aller en co-manage. On peut combiner les deux services. On peut continuer à utiliser des GPO et à utiliser Intune. On peut même, à la limite, exporter les GPO du contrôleur de domaine et les importer dans Intune et de faire notre gestion exclusivement à partir de Intune aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de façons là, de venir pallier là, aux certains scénarios de gestion des appareils. Alors, voici un petit exemple, comme je mentionnais tout à l'heure. Voici un cas où on aurait quelqu'un qui utilise son appareil personnel, mais pour son travail. Alors ici, dans ce cas-là, c'est le gestionnaire de marketing. La personne utilise son propre appareil personnel pour aller voir les courriels et elle reçoit aussi des données confidentielles. Là, par contre, par accident, elle a sauvegardé des informations dans un endroit personnel, mais qui n'est pas sécure. Alors, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire à ce moment-là? C'est que justement, on est capable de venir contrôler avec Intune des profils ou le contrôle du comportement de l'application pour cet usager-là lorsqu'elle utilise son appareil.
Fait que ça, dans un cas comme ça, c'est qu'on viendrait l'empêcher justement de sauvegarder une donnée corporative dans un endroit qui n'est pas catégorisé comme étant corporatif. Fait qu'à partir de ce moment-là, on vient d'éliminer la possibilité que la personne euh, prendre en sauvegarde une donnée de l'organisation, mais qu'elle n'en garde pas une copie de sauvegarde à l'intérieur des mécanismes ou à l'intérieur des applications qui lui sont rendues disponibles par l'organisation. Ce qu'on est capable de faire aussi, c'est que si la personne quitte l'organisation, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, idéalement, on va révoquer son compte, on va éliminer son compte. Mais ce qu'on peut faire aussi, on est en mesure aussi avec Intune de venir effacer toutes les applications corporatives qui étaient sur l'appareil et toutes les informations recueillies à l'intérieur de ces applications corporatives-là aussi. Alors ici, on va regarder les intégrations avec Intune parce que oui, tout à l'heure, je marquais que oui, on est capable d'avoir un comportement co-manage, on est capable d'intégrer la gestion d'appareils avec notre contrôleur de domaine. Si on peut toujours aussi, si on veut, juste continuer à faire la gestion des appareils de bureau ou des portables à partir de GPO et de ne faire aucune gestion d'appareils mobiles. C'est toujours un choix. Ou on peut faire la gestion exclusivement dans Intune et de ne plus se servir de GPO pour faire la gestion des appareils, ou on peut le faire, comme je mentionnais, en cas de co-manage. Mais même à ça, il y a moyen aussi d'utiliser des méthodes d'intégration qu'on est capable de lier Intune aussi à d'autres plateformes. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, on l'a vu, c'est qu'on est capable de lier Intune avec Entra à travers nos accès conditionnels parce qu'on était capable justement là, d'établir cette politique de conformité-là pour être en mesure de venir l'ajouter à un autre critère là, lorsque venait le temps d'accéder aux ressources lors de notre demande d'authentification. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'on est capable de venir protéger aussi quand on protégeait les identités ou Secure Access Across Devices, là, comme je mentionnais tout à l'heure, parce qu'encore là, si notre politique de conformité dit que, ben, garde, si tu n'es pas à telle place ou ton appareil n'est pas conforme, je ne te permets pas d'accéder à quel type d'appareil. Est-ce que cet appareil-là, oui, ton appareil de bureau fait partie de l'organisation, ton appareil personnel ne fait pas partie. Fait on est vraiment capable de venir monter, on va dire, une recette là, ou une procédure où on est capable de vraiment venir personnaliser toute notre approche. Ça, on va le voir un petit peu plus dans notre deuxième session, là, lorsqu'on va regarder la suite de produits Defender, mais on vient utiliser Microsoft Intune justement pour venir faire de la gestion à l'intérieur de Microsoft Defender, que ce soit Defender for Endpoint ou Defender for Business. Et même à la limite, on est capable de venir intégrer les signaux recueillis par Defender et recueillis par Intune. On est capable de venir on va dire, centraliser ou rapatrier ces signaux-là et venir les analyser à l'intérieur de Sentinel aussi, si on veut. Un autre outil de gestion de sécurité que Microsoft nous rend disponible. On peut aussi lier Intune à Purview. Alors, quand on a le contrôle de nos postes et qu'on désire établir des stratégies contre la protection contre la perte de données, et Purview aussi, on va le voir dans notre deuxième session, là, mais on est capable de venir faire un lien entre les deux. On est en mesure de venir empêcher que les gens prennent une copie d'un document et mettent ça sur une clé USB, par exemple. Alors, ceci mettait fin au contenu de la session d'aujourd'hui, mais par contre, j'avais des informations que je voulais vraiment, vraiment partager avec vous. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'auraient pas reçu notre infolette ou qui ne sont pas abonnés à notre infolette, présentement est vraiment un très, très bon moment, justement, chez Microsoft. On ne se le cachera pas. C'est le temps des renouvellements où à peu près 45 des renouvellements vont prendre place là, à l'intérieur des prochaines semaines où c'est déjà commencé. Alors, Microsoft a vraiment mis sur pied pour nous des promotions qui sont vraiment idéales.
Alors, c'est sûr qu'il y a certaines des fonctionnalités de sécurité qu'on a discutées ce matin qui sont disponibles, oui, avec Business Premium. Il y en a d'autres que ça demande d'autres licences additionnelles, mais ça, on pourra en discuter un petit peu plus loin là, dans notre autre session. Mais de base, pour les clients qui n'ont pas Business Premium, sachez que ces clients-là seraient en mesure d'avoir ce produit-là, qu'on sera en mesure de provisionner ce produit-là dans leur environnement 365 à 15 de rabais, et ce jusqu'à la fin avril. Alors, c'est vraiment un bon moment, justement. C'est le temps des renouvellements. C'est le temps de regarder l'ensemble, le portrait, question licence là, du client, et de commencer aussi d'avoir cette discussion-là de sécurité si vous ne l'avez jamais eu avec le client, où c'est un bon moment, justement. Les attaques continuent d'être présentes là, sur l'Internet. C'est pas rien qui va disparaître. Et la sécurité par l'obscurité, je pense plus que c'est vraiment valable de nos jours. Fait que c'est vraiment un bon moment pour avoir cette discussion-là lors du renouvellement avec le client, justement. Et ça serait une façon d'économiser des sous et que le client soit en mesure de se prévaloir d'élever sa posture de sécurité en même temps. On a aussi la même promotion pour les clients de plus grande envergure, on va dire, les clients au-delà de 300 sièges jusqu'à 2400 sièges. Ben, les clients seraient en mesure justement de changer de licence, de rosser à Microsoft 365 E3, ou que ce soit un nouveau client, même avec Business Premium, un nouveau client qui n'est pas dans l'écosphère 365, qui vient d'une autre plateforme, d'un autre compétiteur cloud. Bien, à ce moment-là, oui, c'est un client qui est nouveau chez Microsoft. Fait que dans tous ces cas-là, ces clients-là ont accès aux licences, que ce soit Business Premium ME3 et même la licence ME5, on dit souvent la Cadillac, celle qui vient avec le plus de fonctionnalités de sécurité et le plus haut niveau de fonctionnalité de ces outils-là de sécurité. Alors, ça aussi, la ME3, ME5 sont disponibles présentement à 15 de rabais. Et on a toujours aussi la promotion copilote pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux que vous avez des clients qui n'ont toujours pas commencé à utiliser Copilote comme outil de productivité ou comme outil pour augmenter le niveau de productivité. Ben, les licences de Microsoft Copilot, lorsqu'on en achète 10 sièges et plus, jusqu'à une concurrence de 300, ben on est en mesure justement de profiter de cette promotion-là de 15 Et je vais vous avouer, oui, cette promotion-là, normalement, de copilote, ici, se terminait le 1er décembre, mais Microsoft l'a prolongé jusqu'au 1er avril. Alors, le 1er avril, c'est la date aussi qui coïncide avec la fin de la promo de Business Premium. Alors, pour des clients qui non seulement non, songeraient à augmenter leur niveau de sécurité, mais songeraient aussi à augmenter leur niveau de sécurité en même temps qu'ils songent à utiliser Copilot. C'est vraiment un bon moment là, de combler les deux besoins en même temps, justement, parce qu'on est capable justement là, de combiner ces deux promotions-là ensemble. Pour ceux qui ne le savaient pas, depuis le mois de décembre aussi, Copilote est encore seulement disponible en licence annuelle, mais par contre, est disponible en facturation mensuelle. Alors, pour les clients qui trouvaient que la facture est un petit peu salée, là, de débourser là, le- la totalité là, de la somme pour Copilote là, pour l'année au complet à l'intérieur d'un paiement, ben maintenant, on est capable d'échelonner les paiements sur 12 mois. Et on a aussi de disponible pour vous, les partenaires, euh, par un système de pointage. Microsoft vous rend disponible des licences de copilote pour votre utilisation, et ce, de façon gratuite. Alors, de quelle façon ça fonctionne? Comme je mentionnais, c'est lié à un système de pointage. Alors, dépendamment de vos désignations de solutions, dépendamment du nombre de certifications que vous avez. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est toujours idéal, songez toujours à essayer d'obtenir une désignation de solution. Pensez aussi à vous certifier ou à certifier votre personnel. Parce qu'à travers justement du programme, là, du Partner Benefits Program de Microsoft,
il y a toujours de nouveaux bénéfices là, qui s'ajoutent au programme. Alors, c'est toujours important là, de s'assurer là, d'être capable là, d'en arriver, on va dire, au plus haut score, là, d'accumuler le plus grand nombre de points, justement, comme partenaire, comme revendeur de Microsoft, parce que Microsoft, c'est ça, a toujours de nouveaux bénéfices qui vous sont rendus disponibles. Alors, comme je mentionnais au tout début, moi, c'est Sylvain Fontaine, spécialiste en sécurité dans l'équipe des spécialistes chez IT Cloud. Alors, ce que je voulais vous proposer ici, c'est que euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était la session, première session, la session numéro un, mais on va avoir une deuxième session où on va continuer. On va voir tout à l'heure là, le thème un peu de notre deuxième session, mais si entre-temps, il y en aurait entre vous qui, ne sont pas en mesure là, d'accéder à la deuxième session, et si vous voulez avoir les détails ou vous inscrire, allez sur la page web d'IT Cloud, allez dans la section événements et allez dans le mois de mars. Je ne cacherai pas, la prochaine session est le mois prochain et vous allez être en mesure d'aller voir la date et d'aller vous inscrire. Mais s'il y en a d'entre vous que ce n'est pas possible de vous inscrire, d'être présent à la prochaine session, et que vous voudriez avoir plus de détails tout de suite au niveau de la sécurité ou euh, vous voudriez savoir peut-être comment approcher la discussion, le discours sécurité à votre client parce qu'il est justement en période de renouvellement et que tu sais, vous avez peut-être déjà indiqué un certain besoin, un certain désir ou c'est quelque chose que vous voulez instaurer dans votre pratique comme MSP aussi. Tu sais, vous voulez commencer à augmenter votre niveau de connaissance, vos connaissances techniques. Vous voulez commencer à faire plus de sécurité à l'intérieur de votre pratique. Ben, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien de ce calendrier-là, le calendrier de booking des spécialistes de l'équipe Microsoft chez IT Cloud. Alors, moi, je m'occupe de la sécurité. Alors, vous pouvez ici cliquer sur la section sécurité Microsoft 365. Et si vous cliquez sur le lien, ben, en tout cas, vous ne pouvez pas cliquer sur le lien web, mais prenez le lien web en note ou scannez le code QR avec votre téléphone et cédulez-vous un moment et on pourra discuter de sécurité à ce moment-là. Et alors, comme je mentionnais tout à l'heure, pour ceux qui, ça mettait fin au contenu comme tel, mais c'est ça, avant de vous présenter le contenu de la prochaine session, pour ceux qui doivent quitter tout de suite, comme je vous mentionnais, je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Et si vous avez quelques questions, peu importe, contactez-nous chez ITCloud, option 6. Ça va être voyons, les partenaires, section support aux partenaires, ou eh bien envoyez-leur un courriel, dites-leur que vous voulez me parler, que vous voulez séduire un moment avec moi. Si vous n'avez pas réussi à noter le lien de booking, il n'y a pas d'inquiétude. Alors, comme on a vu aujourd'hui, c'est ça, on a vu le portrait au niveau des menaces présentement sur l'Internet. On a discuté d'identité et d'accès. On a discuté aussi de gestion d'appareils. Mais comme je vous mentionnais, dans la deuxième section, la deuxième session plutôt, on va, on va continuer notre discussion de sécurité, mais là, on va vraiment regarder protection des données et de quelle façon on est ou jusqu'à quel point on est capable de venir protéger nos données et à partir de quel point aussi, là. Fait que ça va être vraiment intéressant. Et on va regarder aussi l'ensemble des produits Defender, là, de ceux qui sont les plus utilisés en PME, là, parce que j'ai souvent des questions justement de la part des partenaires. Hey, c'est quoi ce Defender-là? C'est quoi la différence entre cet outil-là, Defender, et l'autre outil Defender? Ou bien celui-là, il sert à quoi? Ou c'est quoi Defender XDR? Ou comment je fais pour aller voir euh, tel rapport de sécurité ou quel événement de sécurité ou telle alerte? Fait on va vraiment brosser ou dresser le portrait là, des outils de Microsoft, des options de sécurité que l'on retrouve à l'intérieur du portefeuille des solutions de Defender. Et
à la suite de la deuxième session aussi, je vais avoir une autre proposition à vous faire et encore là, à vous offrir une autre opportunité de venir nous rencontrer et de discuter encore là de quelle façon vous seriez en mesure, pour ceux qui ne le font pas déjà, et pour ceux qui seraient intéressés justement à augmenter leur vente côté sécurité ou à transformer leur pratique comme MSP et commencer à avoir une pratique axée sur la sécurité, on regardera en ce moment-là qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? Je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat.